Bonsoir à tous et bienvenue à bord de l'Universalis pour cette deuxième partie de l'analyse de Drakengard. Dans cette partie, on va se concentrer sur l'univers et le scénario de cet épisode. Donc si vous voulez pas vous faire spoiler, je vous invite à dégager sur le champ. Ensuite, je tiens à préciser autre chose pour ceux qui découvrent la chaîne. Les chroniques vidéoludiques ont pour tâche de traiter une série de jeux vidéo et d'en critiquer la cohérence et la continuité, positivement ou négativement. Ce qui fait que je peux très vite gueuler devant une approche effectuée par-dessus la jambe. Par ailleurs, l'objectif est d'analyser une licence vidéoludique uniquement à travers ce médium. Donc c'est pas la peine de venir me dire que c'est justifié dans l'univers étendu, le manga, l'animé ou autre chose, je m'en fous. On se concentre du point de vue d'un joueur qui n'a jamais fait autre chose que les jeux. Si le soft a besoin de l'univers étendu pour être compréhensible, alors son script est mal écrit. Point. Tout ce qui existe autour des jeux, on s'y intéressera pendant l'épisode de conclusion. Pas avant. Ya. Maintenant qu'on a mis les choses au clair, on va pouvoir s'attaquer au titre proprement dit. We're close. There should be no way through. Comme d'habitude, avec les premiers pas dans un nouvel univers, on se doit d'en expliquer les principaux pivots. La sûreté du monde de Drakengard est préservée du chaos par plusieurs sceaux. Un dans le désert, un dans la forêt, un dans le domaine des mers, ainsi que la déesse, qui est plus ou moins une sorte de sceau humain, une tâche extrêmement pénible et douloureuse. La déesse actuelle n'est autre que la sœur du prince Kaim, la jeune Furiae. Et tous les sceaux sont sous la surveillance du gardien, l'évêque, Verdelette. Sachez aussi qu'il existe le principe des pactes. Vous pouvez mêler votre âme à celle d'une créature surnaturelle, vous garantissant des capacités physiques et magiques considérables. En contrepartie, l'humain sacrifie une partie de son être, symbolisée par un tatouage. Ça peut être sa voix, son utérus, sa vue, sa pilosité, son horloge biologique, et ainsi, l'essence des deux êtres se retrouve liée à jamais. Si l'un meurt, l'autre rend son dernier soupir, aussi sec. L'histoire commence alors que les deux camps, à savoir l'Union, les gentils, et l'Empire, les méchants, se livrent une guerre acharnée. Sur le champ de bataille, Kaim est mortellement blessé, mais découvrant un dragon enchaîné, il lui propose de pactiser, leur sauvant la vie pour affronter un ennemi commun. Rejoignant sa sœur, il constate que cette dernière a été protégée des impériaux par Inward, le meilleur ami du héros et surtout l'éternel amoureux de Furiae. Et c'est donc dans cette situation, face à une Furiae probablement traumatisée par le carnage, avec des cadavres par terre et son frère qui vient de lacérer un macabé sous ses yeux, qu'Inward décide de pousser la chansonnette. T'es au courant que la guerre a absolument pas fini? Que dehors t'as encore des milliers de soldats qui se battent et un empire aux ressources visiblement inépuisables qui a décidé de mettre la main sur Furiae? C'est pas toi qui disais il y a littéralement 30 secondes, on n'est plus en sécurité ici, faut qu'on se barre? À quoi sert cette scène? À montrer que Inward est un musicien, rien d'autre. Au cours de l'aventure, Kaim embauchera plusieurs compagnons, dont Léonard, qui a pactisé avec un sylphe, ainsi que l'elfe Arioche et ses esprits Ondine et Salamandre. Si Inward est capturé et psychologiquement torturé pour rallier l'Empire, Verdelette nous apprend les intentions de l'ennemi. Détruire les sceaux et éliminer la déesse pour permettre l'apparition des germes de la résurrection, qui, selon une prophétie, garantira de reconstruire le monde sous une meilleure forme. Et l'Empire a bien avancé en ce plan, vu que le sceau du désert est brisé. Inward, désormais lié à un dragon noir, revient affronter ses compagnons et enlève Furiae avant de fuir. C'est à ce moment qu'un hurlement télépathique des sylphes retentit, révélant que le troisième sceau a été anéanti. Il ne reste plus que la déesse. Oh là, attends une seconde. C'est le deuxième saut qui a été bousillé. On a perdu celui du désert, plus celui-là, ça fait 2. Donc il doit y en avoir encore un en état, non? Non. Ah ok, c'est ce genre de scénario. Les héros rallient la forteresse volante de l'Empire, mais une fois à l'intérieur, on se rend compte que Furiae est déjà morte, un poignard enfoncé dans le cœur. C'est là qu'apparaît le véritable responsable de toute cette tragédie, Mana, petite fille de 6 ans possédée par un démon, qui voue un culte à des créatures appelées archanges. Devant ce spectacle, Kaim bat en retraite pour lutter contre les germes de la résurrection. Et la vision du cadavre vaporise l'emprise mentale sur Inward, qui s'enfuit avec le corps de sa bien-aimée. Désireux de ressusciter Furiae grâce aux germes, le barde voit à nouveau sa progression entravée par Kaim. Mais considérant la situation, le héros finit par abandonner le duel et repartir à l'assaut de Mana. Attends, s'il tient à buter Mana, pourquoi il a décidé de la laisser tranquille, alors qu'il aurait pu, littéralement, lui sauter dessus pour la dégommer? Au lieu de ça, il a choisi de poursuivre Inward, qui s'est barré après lui, donc il pouvait pas deviner ses intentions. Et maintenant, il revient pour Mana?
Oh, je sens que la partie sur les incohérences va être douloureuse. Au lieu de tuer Mana, Verdelette suggère d'exorciser la gamine. Ceci fait, elle tente de convaincre Kaim de l'achever, mais personne n'y consent. Le dragon rouge lui affirme même que personne n'oubliera jamais l'atrocité de ses crimes, et qu'elle devra vivre avec le mépris du monde jusqu'à la fin de ses jours. Mais pour mettre un terme au chaos, une nouvelle déesse est nécessaire. Le reptile se porte volontaire pour endosser le sceau ultime, et en profite pour révéler son nom, Angelus. Puis il disparaît en se... désintégrant, faut croire. Et c'est ainsi que s'achève Drakengard. Ou pas, parce que si vous avez vu la vidéo sur le gameplay, vous savez que des fins, le jeu en comporte plusieurs. Celle-là, ce n'était que la première, qui est appelée la dérivation A. Une fois obtenue, vous débloquez de nouveaux niveaux. C'est là que l'on rencontre Serré, un petit garçon de 6 ans qui a pactisé avec un golem, et à la recherche de sa sœur jumelle. Le groupe consent à l'aider, mais c'est un échec, et pire encore, le sceau de la forêt a été détruit, ne laissant plus que la déesse. Le reste du scénario ne change pas, mais si vous parvenez à battre le dragon noir suffisamment vite, Kaim refusera d'abandonner la traque d'Inward. Désireux de faire fusionner Furiae avec un germe pour la ramener à la vie, Inward est massacré par le monstre engendré par cet acte. Kaim réussit à la vaincre au prix de la vie de tous ses compagnons, mais voilà que commence le jugement dernier. Les créatures générées par les germes apparaissent par milliers, annonçant la fin inéluctable du héros. Ça, c'était la dérivation B. Super joyeuse. Dans la forêt, Léonard est frappé d'une vision qui l'avertit des intentions néfastes de l'Empire au sujet du sceau local. Cela les conduit à une nouvelle bataille, mais les esprits d'Arioche dévoilent à Verdelette que le sceau du désert a déjà été brisé. Ah non, pousse! Comment ça se fait que Arioche et Verdelette soient là? On est censé les rencontrer dans le désert, et dans cette version, Kaim n'y est pas encore allé! C'est ça. Oh putain, comment t'arrives à pas péter un câble devant ce genre d'incohérence? J'y arrive pas. Oh. Le groupe tente de protéger la future cible de l'Empire, à savoir le Temple Marin, mais c'est à nouveau un échec. La déesse est désormais l'ultime sceau disponible. Alors que si on tient les comptes, celui des forêts est encore actif et Furiae est toujours paumé dans le désert. Je dis ça, je dis rien. On reprend le fil de l'histoire jusqu'à arriver au dernier combat entre Kaim et Inward. Si vous le vainquez suffisamment vite, le barde rend l'âme aux côtés de sa bien-aimée. C'est là qu'Angelus repère une nouvelle menace. Dans son repère, les dragons serviteurs de Mana se retournent contre elle et la massacrent. Angelus révèle alors qu'il s'agit d'un destin orchestré par des forces supérieures. Désormais, le pacte entre le reptile et Kaim est annulé et les deux doivent s'affronter. Quoi? Mais pourquoi? Ah, parce qu'il fallait une raison? Mais oui! Eh bah, Deus Ex Machina. Le pacte est rompu et Kaim peut à nouveau parler. I am Kaim. Waouh, si c'était pour dire ça, tu pouvais aussi fermer ta gueule. Non, sans déconner, ce seront les seules paroles que le héros prononcera après avoir récupéré sa voix. Bref, évidemment, Kaim est victorieux, parce que c'est Kaim, et il parvient à détruire le germe, d'un seul coup d'épée. Ah, c'est pas une si grande menace que ça en fait. Bah, techniquement, tant que tu mets pas des gens dedans, non. Mais voilà que l'endroit est secoué par un tremblement de terre, et qu'un million de dragons vengeurs s'apprêtent à exterminer l'humanité. Kaim se précipite alors vers cet ultime combat. Mais pourquoi les dragons veulent anéantir l'humanité au juste? C'est pas... Je crois que je vais arrêter de poser des questions en fait. Nous venons de voir la dérivation C. Et si vous n'avez pas encore disjoncté à cause des paradoxes temporels dans la narration, accrochez-vous, ça va être pire. Quoi? Et en vrai, j'ai eu besoin d'aide. Donc merci au Grimoire Sand d'avoir fait des organigrammes pour la chronologie des chapitres, parce que sinon j'aurais fondu une durite à essayer de piger quel verset se déroulait à quel moment. Bref, le chapitre 10 désormais disponible est en fait la suite du chapitre 5. Je dis plus rien. Après la grande bataille, Kaim est toujours à la recherche de sa sœur que Verdelette croit morte. Sauf qu'au lieu d'aller dans la forteresse céleste, notre héros choisit de rallier la citadelle des mers, qui sort de nulle part, on n'en a jamais entendu parler avant. Ce qui est encore plus ridicule quand on fait gaffe au dialogue, où les protagonistes affirment qu'ils se sont déjà rendus dans le château volant. Donc, chronologiquement parlant, Furiae est déjà morte, alors que c'est précisément pour la trouver qu'ils sont venus ici. Ça faisait longtemps que tu t'étais pas énervé dès le résumé. Tout ça n'a donc servi à rien, et Léonard a une vision qui l'informe que les germes de la résurrection se répandent sur Terre. Ce chapitre n'avait aucune autre utilité que de vous faire perdre du temps. Les héros se rendent donc précipitamment dans la forteresse céleste, où l'on rallie la chambre de Furiae, toujours vivante et protégée par Inward. Attends, elle est pas censée être morte? Si elle est germe sur Terre, c'est qu'il y a plus de déesse? Je t'avoue que là, même moi j'y comprends plus rien. Bref, Furiae repousse Inward qui, vexé, s'en va bouder. Et Mana décide de révéler les fantasmes malsains de Furiae à l'égard de son frère. Devant la réaction de dégoût de Kaim, la jeune femme se plante un poignard dans le cœur, pour finir dans la même position que toutes les fois où on a retrouvé son Maccabée. Ce n'est qu'à ce moment que Serré reconnaît le timbre de sa jumelle. À ceux qui se demanderaient pourquoi Serré ne réagit que maintenant à la voix de Mana et pas avant alors qu'il était censé être toujours présent avec le groupe, je vous répondrai... Excellente question. Serré comprend qu'il n'y a pas d'autre solution et il autorise son golem à écraser sa sœur. Et là, on va commencer à se marrer. Enfin, surtout vous, parce que moi, pas trop. Puisque c'est là que débute la véritable apocalypse. Les archanges, des sortes de bébés géants nus qui volent, ne posez pas de questions, apparaissent pour répandre le chaos.
Parce que oui, le projet de ces archanges, c'était pas juste de détruire les sceaux et amener les germes de la résurrection sur Terre, non! Il fallait aussi que Mana meure pour permettre leur retour dans le monde. Mais pas n'importe quelle mort, hein! Se faire bouffer par les dragons, ça comptait pas. Par contre, être écrasé par une montagne de roches vivantes, là ça passe. Ouais, c'était très précis comme plan, non? Bref, c'est un véritable carnage, les héros succombent les uns après les autres, on apprend que les bébés volants ont une reine monstrueuse, et c'est là qu'a lieu la révélation. Cérès possède en lui le dieu du temps Chronos. En mettant fin au pacte avec le golem, la puissance temporelle permettrait de vaincre définitivement l'ennemi ultime. Que? Au prix de la vie de Kame et de son dragon, le gamin est balancé sur l'arène façon Little Boy, au bordel je viens de piger la ref, et une immense vague de temps figé se répand pour recouvrir le monde. C'était la dérivation D. Ils ont fumé quoi les scénaristes? Pas quelque chose de légal, ça c'est sûr. Et maintenant, la dernière fin, le chapitre 13, où tout s'est déroulé comme pour l'embranchement D, sauf que cette fois, Kame refuse de sacrifier Cérès et va affronter lui-même la reine démoniaque en mode Sébastien Chabal. Cela les aspire dans une faille spatio-temporelle qui passait par là, les conduisant dans le Tokyo des années 2000. Où après un duel d'une difficulté absolument démentielle, sans déconner j'ai dû enchaîner une douzaine de game over avant de réussir, l'ennemi ultime se désintègre. Et Kame et son dragon sont abattus par des avions de chasse. C'était la dérivation E, et avec elle s'achève Drakengard, premier du nom. Je démissionne. Et vous savez le plus marrant? Selon Yoko, cette fin E est une blague, inspirée par les fins extraterrestres de Silent Hill. Une blague. Je vais te balancer un parpaing dans la gueule, on va voir si tu vas trouver ça drôle! Que peut-on dire de l'univers de Drakengard? Eh bien, au premier abord, notamment si on ne s'intéresse qu'à l'intro, on pourrait penser à un monde de fantasy assez classique et manichéen. Le bien contre le mal, une demoiselle en détresse, un héros qui va sauver l'existence, sauf que le principal scénariste, à savoir Taro Yoko, eh ben il a oublié d'être con. Il a bien remarqué qu'en face, les concurrents majeurs, c'était Final Fantasy et Dragon Quest. Clairement, Cavia allait pas pouvoir rivaliser sur le même terrain. Il fut donc décidé, non seulement d'arborer un look médiéval plus occidental, mais aussi d'adopter des thématiques plus sombres. Et c'est un des points qui a le plus frappé les gamers. Bordel, en 2004, sortir de la Dark Fantasy sur un jeu vidéo? Fallait oser. Après, soyons francs, la construction du monde demeure assez classique. On a des humains, des mages et pas mal de créatures assez habituelles. Dragons, ogres, gobelins, etc. En plus de ça, Yoko aurait voulu un univers plus marqué, que ce soit visuellement ou culturellement. Par exemple, il avait pour projet de donner à ces pays les noms de véritables états, comme la France ou l'Allemagne. Ce que la production lui a interdit, lui imposant les termes plus génériques, tels que le pays de la forêt, le domaine de la montagne, etc. Pourquoi ça? Il tenait à faire de la fantaisie sur Terre? Ah mais c'est précisément ce qu'il a fait, t'as pas vu la carte? Ben si, mais je vois pas le rapport. Ah oui, attends 2 secondes. Voilà. Oh putain! Ah oui, effectivement, ça saute aux yeux pour le coup. Quant au thème du jeu, je me suis demandé comment il avait réussi à convaincre Enix de les valider. Bon en fait, la réponse était plutôt simple. Iwasaki était de son côté. Et malgré ça, on le limitait très régulièrement dans ses idées. Le Drakengard, il était censé être bien plus hardcore à la base. Pour l'univers en lui-même, on a pu se rendre compte de son fonctionnement, ne serait-ce que partiel. Si on peut légitimement s'interroger sur les distances, parce que les héros ont l'air de pouvoir passer de la forêt au désert en quelques heures, on sait qu'il existe des territoires neutres, et que parmi les multiples êtres qui peuplent ce monde, l'Empire est parvenu à en rallier un très grand nombre. Et autant il est certain que les Cyclopes sont des créations humaines, c'est probablement aussi le cas pour les espèces de cubes flottants là, autant les orques et les gobelins, c'est un peu plus compliqué à déterminer. Verdelette les considère comme des êtres dénaturés, mais en même temps, ça peut juste être du racisme. Car oui, le racisme existe dans Drakengard. Pour preuve, un dialogue entre deux geôliers impériaux au sujet d'Arioche, où on a droit à cette phrase. You're the odd one. Liking an elf like that? Sous-entendu, entre humains et elfes, les relations sont pas forcément au beau fixe. Ceci dit, si vous faites attention, lorsqu'un pacte est conclu, seuls les humains reçoivent un handicap, pas les créatures magiques. De fait, vu qu'Arioche est aussi impacté, on peut arguer que les elfes sont plus proches des homo sapiens que des sylphes. De tout cela, faut-il en déduire que la plupart de ces êtres détestent les humains au point de s'allier aux impériaux, ou y a-t-il une autre raison? Après tout, certains enchanteurs peuvent subjuguer des créatures comme les golems pour les forcer à agir selon leur volonté, et ça aurait été cohérent avec une des remarques d'Angelus. L'Empire vous trouvera, et vous utilisera. Mais bon, vu qu'il faut un enchanteur par golem et qu'une douleur suffit à rompre l'envoûtement, je suis pas tout à fait convaincu. Et on sous-entend qu'en fonction de la couleur, un dragon peut être positif ou négatif. Bien, il est maintenant temps de s'attaquer aux principaux points noirs du jeu, et en premier, ses textes. Je sais pas ce qui s'est passé, mais entre les dialogues qui s'activent parfois à n'importe quand, le fait qu'on pige pas toujours qui parle à qui, les contradictions entre deux remarques, voire carrément les traductions foireuses, c'est un véritable foutoir. Je ferai l'impasse sur les versets et les chapitres qui passent des chiffres arabes aux chiffres romains, ce qui est encore plus génial pour te paumer dans l'indexage d'émissions, mais ce qui m'a surtout posé problème, ce sont les panneaux de texte.
En général, soit on veut économiser du budget et on se contente du texte pour pas avoir à mettre les cinématiques, ou alors on fout de la vidéo et ça nous épargne les résumés. Sauf que là, ça fait très souvent redite de ce qu'on a déjà vu, ce qui donne une impression de lourdeur et de répétitivité. Ce problème d'écriture, il peut être la source des nombreuses références chrétiennes disséminées à travers le soft. Par exemple, les ennemis de l'histoire sont désignés comme des archanges, sauf qu'en VO, ce sont les Watchers, ce qu'on peut traduire par les observateurs ou les gardiens. On y parle de jugement dernier, de diable ou même d'enfer. Maintenant, vu que l'univers a l'air de se dérouler dans une version alternative de notre monde, on pourrait aussi penser que le christianisme y est apparu sous une forme différente, avec un panthéon multiple et des croix en Y. L'autre élément gênant de cet univers, c'est son lien problématique avec le gameplay. Comme vous le savez si vous avez vu la première partie, le soft a subi un certain nombre de limitations. Et autant ça peut passer si vous n'êtes pas trop regardant, mais si vous faites un minimum gaffe, ça devient incohérent. Prenons l'exemple de Kame. Lorsqu'un individu pactise, ça décuple ses forces. C'est pas une supposition, c'est clairement dit dans le jeu. The Pact Beast may have powers, but I believe only my own eyes. Sauf que, on contrôlait déjà Kame avant son pacte, et il était assez balèze pour massacrer des centaines de Gugus à lui tout seul. Ce qui fait qu'une fois connecté au dragon, y a aucune différence. Et c'est pareil dans la fin C où leur lien est brisé, on a l'air de garder exactement le même personnage avec les mêmes compétences. Mais alors le pire, c'est avec l'Union. Alors je l'ai passé dans le résumé, mais parce que quand vient la grande guerre avec l'Empire, vous êtes sûrement demandé d'où venaient les troupes alliées. Sauf qu'en fait toute cette armée-là, elle est censée vous accompagner depuis le début du jeu. Littéralement, vos soldats sont à vos côtés, à chacune de vos batailles. Sauf que d'un point de vue gameplay, vous êtes systématiquement tous seuls. À tel point qu'à force d'entendre les Gugus se plaindre sans jamais voir une armure bleue, j'ai fini par me convaincre qu'ils étaient juste en train de se planquer dans un coin à simuler des cris de baston pendant que je me démène à buter les méchants. A soldier gave his life. Ouais, non, j'y crois pas. J'ai pas repéré un seul de vous se battre et encore moins furieux être en danger jusqu'à présent. Pour moi, l'armée de l'Union est composée de pleutres mythomanes. Et en dernier, je reprocherai aussi cette volonté de briser le 4e mur d'une manière un peu trop subtile. Angelus va régulièrement faire des remarques à Kame durant les combats aériens, alors qu'il n'est pas censé pouvoir agir. Le héros n'a aucune influence sur l'affrontement, ce qui est normal vu que les conseils s'adressent aux joueurs, mais d'un point de vue diégétique, ça n'a aucun sens. Et parfois, c'est aussi débile qu'inutile. Ouais, son point faible, c'est qu'elle perd de la vie quand vous la bourrinez comme un bœuf. Point faible assez répandu chez les boss de jeux vidéo d'ailleurs. Et on va finir avec le cas des versets parallèles. Du côté gameplay, je confirme ce que j'ai dit dans la partie précédente. C'est une excellente idée pour pousser le spectateur à continuer l'aventure. Par contre, d'un point de vue scénaristique, c'est très mal utilisé. Évidemment, il fallait conserver les compagnons déjà débloqués, mais en contrepartie, l'histoire devient incompréhensible, et surtout, impossible. Je suis incapable de croire à ces histoires parallèles, puisqu'à aucun moment les rares décisions que l'on a n'ont le moindre impact. Ce ne sont pas des choix qui ont permis ces nouvelles fins, mais des paradoxes temporels. Si Drakengard avait eu une intrigue tournant autour des voyages dans le temps, j'aurais rien dit, sauf que c'est pas le cas. Et c'est aussi un point qui peut agacer pas mal de joueurs, quelles que soient vos actions ou vos décisions, vous ne pourrez jamais changer le destin du monde. Vous ne parviendrez jamais à ne protéger ne serait-ce qu'un seul saut, vous n'empêcherez pas Furier de se faire empaler comme un papillon, etc., etc. En gros, la vanne qu'on pourrait systématiquement sortir à Kame et ses copains, c'est... En retard. En retard. En retard. En retard. Tiens, bah maintenant qu'on en parle de nos héros... Enfin, quand je dis héros, entendez plutôt anti-héros. Une belle brochette d'imparfait que nous avons là. Commençons donc par le plus inutile et agaçant du lot... Inutile, je peux comprendre, mais agaçant? Qu'est-ce qu'il a pu faire pour t'énerver? C'est vrai que dans les grandes lignes, le gars a pas grand chose à se reprocher. C'est un vieil homme d'église, lâche et égoïste donc, le tout saupoudré d'une petite touche d'arrogance. Mais c'est vrai que comparé aux autres, ça va. Non, le problème, il vient d'ailleurs. Si vous faites attention à chacune de ses remarques, vous allez très vite vouloir lui faire fermer sa gueule. D'une part, il est souvent l'incarnation de Captain Obvious. The closest seal is the desert temple. Non, sans blague. C'est le fait qu'on soit en plein Sahara qui te fait dire ça? Destroy the spirits of hell. Non, je comptais m'en faire des potes. En plus de ça, il a une fâcheuse tendance à répéter en boucle les mêmes informations des fois que tu les aurais oubliées en cours de route. The sea, the forest. They are trying to destroy the seal that protects the world. Oui, merci, j'avais compris, tu l'as déjà dit tout à l'heure. They are all that protect this world. If they are lost. Oui, je sais.
The seals of the temples keep chaos from the world. Come, they must never be broken. Putain, mais il a Alzheimer le vieux ou quoi? Je sais! The seal must hold. It must. Et le pire, c'est que des fois, ce vieux schnock va carrément zapper des infos qu'il a lui-même apportées sur la table. Par exemple, première rencontre avec Kaim, c'est lui qui nous détaille l'objectif de l'Empire, à savoir détruire les sceaux pour invoquer les germes de la résurrection, et ainsi réécrire le monde. Mission suivante. Why does the Empire wish to destroy the seals? Du coup, ma vanne sur Alzheimer, c'était peut-être pas tant une blague que ça en fait. Et comme si ça suffisait pas, le vieux est inutile. Pratiquement chaque fois qu'il a l'opportunité d'agir, il se foire. Bon, je déconne, il y a une fois où il est efficace. Pour maîtriser Ariok qui faisait une crise de folie. I will take her with me for her own good, as well as for others around her. Alors je vois peut-être le mal partout, mais un prêtre qui tient à embarquer avec lui une jolie jeune femme qu'il a personnellement anesthésiée, est-ce que quelqu'un peut garder un œil sur lui s'il vous plaît? Mais y a pas un moment où il fait une crise de foi? En effet, et l'espace d'un temps, j'ai cru qu'il allait enfin arrêter de la ramener. Malheureusement ça ne dure pas et il finit à nouveau par jouer les moulins à parole. Alors bien sûr, dans l'eau, il y a quelques remarques qui sont dignes d'un homme de son statut, mais elles sont noyées dans un flot quasi ininterrompu de lamentations. I can only offer prayers. I am powerless. Au moins il en a conscience, alors il a décence de fermer ta gueule! On en a terminé avec le doyen du groupe, intéressons-nous maintenant au cadet et à sa jumelle. Car oui, les origines du principal antagoniste sont intrinsèquement liées à celles de Céré. Deux enfants élevés par ce qui a l'air d'être une simple famille de paysans. En tout cas, rien n'affirme le contraire. Le souci, c'est qu'autant Céré était choyé par sa mère, autant cette dernière avait une fâcheuse tendance à reprocher tous les problèmes à Mana, entrant dans des colères terrifiantes. Et elle détestait tellement la gamine qu'elle finira par l'abandonner dans une vallée remplie de monstres. Et il est sous-entendu qu'en agissant ainsi, leur génitrice aurait conduit des saloperies à son village, causant leur massacre et la solitude de Céré. Alors, pourquoi haïr Mana? Beaucoup de raisons pourraient être invoquées. Pour ma part, j'imagine que environnement médiéval, et que si t'es un paysan qui a pas trop de fric, 2 enfants ça coûte cher. Si en plus le milieu est masculiniste, il n'est pas improbable que, de par son sexe, Mana ait été considéré comme un poids pour la famille, contrairement à son frère. Maintenant, ce n'est qu'une théorie. Ce qui est certain, c'est que l'injustice de la situation a poussé la gamine à pactiser avec les archanges. On ne sait pas exactement par quel miracle ils ont pu la contacter, vu qu'il faut tout un micmac pour les années sur Terre, mais admettons. Elle était alors si haineuse et furieuse qu'elle était prête à détruire le monde pour obtenir vengeance. Mais elle reste une petite fille abandonnée, à la recherche d'amour. Malgré tout ce qu'elle a pu lui faire subir, Mana appellera régulièrement sa mère à l'aide, la suppliant de la pardonner et de ne pas la maltraiter. Et c'est là qu'on va avoir un problème. L'exorcisme de la fin A, et une bonne partie du jeu en fait, qui laisse entendre que Mana n'était pas véritablement responsable de ses actes. Elle était possédée. Mais du coup, pourquoi tout lui reprocher? Pourquoi infliger le mépris de l'humanité à une fillette de 6 ans martyrisée, qui n'était pas vraiment fautive? Et d'un autre côté, elle a l'air de l'être. Par exemple, la manière dont elle incite Kaim à l'achever, pour moi, c'était dans l'objectif de libérer les archanges. Et que ce soit non pas le dégoût du monde, mais l'impossibilité de mener sa mission à terme qui la fasse pleurer de rage. Pour en revenir à Céré, certains supposeront qu'il s'agit du plus innocent membre du groupe. Ce à quoi je ne serais qu'à moitié convaincu. Certes, c'est le seul à éprouver une sincère empathie pour la créature avec laquelle il a pactisé. Certes, il se refuse à être un fardeau malgré son jeune âge. Et certes, il veut aider chaque fois qu'il en a l'occasion. Néanmoins, le gamin reste obsédé par les marques d'affection qu'on peut lui porter. Et même s'il a conscience que cela a conduit à la déchéance de Mana, et qu'il est donc indirectement responsable de la fin du monde, ça l'empêche pas de faire preuve d'un certain égoïsme. Sans doute amplifié par le fait d'avoir été traité comme un enfant roi par sa mère, qu'il imaginait en futur héros. Du coup, c'est ce qui l'amène à réclamer de l'amour à plusieurs reprises à chacun, et surtout, à Léonard. Et là, on va passer au personnage le plus borderline de l'histoire. Encore une fois, je tiens à préciser un point. Je m'intéresse à la version occidentale du jeu, dont a été purgé un certain nombre d'éléments scénaristiques un poil trop choquants, puisqu'à la base, Léonard est un pédophile.
Personnellement, j'ai longtemps présumé que le bonhomme était un religieux, une sorte de moine vivant dans une confrérie, et que par lâcheté, il n'avait osé intervenir, tandis que les autres croyants se faisaient massacrer. Sauf qu'en vrai, non. C'était vraiment ses frères de sang, et s'il n'a pas été là pour les protéger, c'est parce qu'il éprouvait des pulsions sexuelles à leur égard. D'ailleurs, tous ses désirs de défendre de jeunes innocents sont, dans la version originale, motivés par ses penchants. Et c'est probablement une des censures parmi les plus propres que je connaisse dans un jeu vidéo. Car si vous n'êtes pas au courant de ces détails, la mouture européenne révèle plutôt Léonard comme un type bien. Il reste horrifié par la guerre et ses conséquences, mais son désir de repentance l'amène à prendre les armes. Il accepte tous les malheurs qui lui arrivent comme un châtiment pour sa couardise, et il incitera parfois Kaim à agir sans violence, même s'il est assez débile de demander à un muet de négocier. Mais il a surtout à cœur de protéger les innocents, et notamment de s'assurer que Céré soit en sécurité. Il ira même jusqu'à surpasser sa peur en se suicidant pour permettre à ses amis de progresser. Donc globalement, c'est plutôt des moves de good guy. Le seul moment où on peut vraiment se poser des questions, c'est avec quelques remarques assez subtiles, lâchées à demi-mot par le Sylph, un être malveillant et sadique qui s'entête à rappeler les conséquences de sa lâcheté à Léonard. Bon, s'il y a un point du personnage sur lequel on peut tiquer, c'est que Léonard s'est quand même super vite adapté à son handicap. Il vient tout juste de devenir aveugle à cause de son pacte, mais il parvient déjà à identifier la bannière de Kaim au son de son épée. Du coup, ça m'a beaucoup fait marrer quand cette scène est arrivée. Where is the temple seal? Let's mon pote. Ouais, je sais, il m'en faut pas beaucoup. Passons maintenant au dernier compagnon, un être aussi cool qu'incohérent. Ariok est une femme aimante et mère de famille qui a vu son mari et ses enfants exécutés par l'Empire, la faisant sombrer dans la folie. Une folie vengeresse et meurtrière qui l'a amenée à éprouver du plaisir en dévorant de la chair humaine, et notamment celle des enfants. Je pense d'ailleurs qu'il s'agit de la plus puissante pactisante du lot, pour le simple fait qu'elle est la seule à avoir mêlé son âme à non pas un, mais deux esprits. Y a qu'à voir comment Kaim galère à la retenir alors qu'elle essaye de lui arracher la gorge. Redoutable, mais pas vraiment maîtrisable. Les 3/4 du temps, elle reste perdue dans le vague ou est emportée par son obsession de chair humaine. Elle n'est même pas capable de suivre une conversation cohérente et ce sont systématiquement Ondine et Salamandre qui parlent pour elle. Une folie qui l'amènera à se laisser dévorer vive par les archanges parce qu'ils ressemblent à des bébés géants. Et c'est là que le bas blesse. Si Ariok avait juste été une sociopathe avec un désir de se venger de l'Empire, on aurait pu comprendre que Kaim l'embarque dans son sillage. Sauf que... c'est pas le cas. À plusieurs reprises, je me suis même demandé si elle risquait pas de se retourner contre l'Union, parce qu'il protégeait Céré. Je sais pas, moi perso, un individu aussi dangereux et instable, je le garde pas dans mon équipe. C'est même assez étonnant que Kaim lui ait pas tranché la tête, sitôt après qu'elle lui ait sauté dessus. Du coup maintenant, je suppose que tu t'attaques au perso principal? Bah attends, j'ai fini avec les compagnons, mais pas avec le groupe. Notamment un avec qui j'ai un compte à régler. Ouh, bordel! Bon, en tant que déesse, la jeune femme est censée être le dernier rempart de l'humanité face au chaos. Mais il se trouve qu'elle éprouve des sentiments amoureux à l'égard de son propre frère. Quelque chose de si honteux qu'elle préfère mettre fin à ses jours, sitôt qu'elle verra Kaim détourner le regard après une telle révélation. Et ce personnage ne sert à rien! Sans déconner, on aurait pu la remplacer par un pot de fleurs que ça aurait quasiment rien changé. Elle est juste un putain de MacGuffin que les méchants veulent détruire et ça s'arrête là. Mis à part sa perversion, elle n'a aucune individualité. Tenez, petit exemple. Quand son frère révèle avoir pactisé avec un dragon, autant Inward fera des remarques à ce sujet, Furiae, jamais. Est-ce qu'elle déteste les dragons au même niveau que son frère? Est-ce qu'elle a un avis au sujet des pactes? On n'en saura rien. Ben, elle aime bien entendre Inward chanter. Wow, quel trait d'esprit! Sans déconner, la meuf adore écouter de la musique! Même Kaim apprécie la musique, c'est dire à quel point ça sert à rien! Alors, effectivement, on peut accepter que la donzelle ait un certain sens du devoir, et que malgré la douleur sans cesse croissante de sa tâche, elle persiste à avancer. Mais ce qui m'a particulièrement agacé, c'est cette affirmation. I will be safe. I am a goddess after all. Pardon? T'as des pouvoirs, toi? Non, parce que jusqu'à présent, apparaître une princesse en détresse qui s'évanouit ou se fait capturer sans jamais opposer la moindre résistance, tu sers absolument à rien! Bon, passons sur quelqu'un d'un tantinet plus consistant avant le plat principal. Ouais,
bizarrement, la plupart des gens l'apprécient pas. Alors que, si on accepte quelques incohérences, ça reste un personnage assez logique. Inuart se considère lui-même comme une lavette. Sauf que, vous vous souvenez de la première scène où il apparaît? Où il a littéralement soulevé un soldat impérial d'une main? Et quand Kaim finit par arriver, il n'en reste plus qu'un seul en vie. Donc de là à dire que le mec est un faible... Néanmoins, étant amoureux transi de Furiae, on peut envisager qu'il s'agisse d'un complexe d'infériorité. Ayant plus ou moins compris que les sentiments de la déesse étaient réservés à son frère, au lieu d'éprouver de la jalousie pour son meilleur ami, Inuart s'est mis à se considérer lui-même comme une merde. Sinon, il est assez mitigé sur le principe des pactes. Il ne reprochera jamais à Kaim d'en avoir passé un, mais n'y recourra lui-même que sous la contrainte. Par ailleurs, il reste un des personnages les plus optimistes du groupe. Il croit que l'Empire sera incapable de massacrer un village neutre et est horrifié par un tel spectacle, ce qui est clairement pas une bonne chose pour son complexe d'infériorité. Mais ce qui caractérise le plus Inuart, c'est son amour pour Furiae. Un amour assez noble. Furiae étant la déesse, il lui est impossible d'avoir des relations. Pourtant Inuart n'en éprouvera aucune rancœur et ne tentera jamais de la forcer. Sauf à partir du moment où son fantasme sera retourné contre lui par les archanges, le rendant possessif, jaloux et violent. Et une fois qu'il aura obtenu ce qu'il désire, il perdra peu à peu tout souvenir de sa bien-aimée, devenant un soldat obéissant de l'armée des Watchers. Du moins, jusqu'à voir Furiae sans vie, ce qui brisera instantanément l'emprise des archanges. Il est même si désespéré par la mort de sa bien-aimée qu'il est prêt à tout, y compris à transformer la défunte en démon et à affronter son meilleur ami pour y parvenir. Alors, à sa décharge, il n'était pas au courant des conséquences. Et encore, parce que selon les panneaux de texte, il est parfaitement au courant de ce que ça implique. Bah, c'est plutôt bien écrit en fait. Pourquoi tu parlais d'incohérence? Essentiellement à cause de quelques petits passages problématiques, qui remettent en question l'enchaînement des événements. Genre, quand Inuart est censé avoir oublié Furiae, quelques minutes après, il persiste à parler de cette dernière. Tout comme le fait que, si Inuart devient fou, c'est parce que Furiae est morte. Or, dans la fin D, on peut voir Inuart qui vrille complètement, alors que sa bien-aimée est toujours vivante. Ah oui, j'ai zappé de vous le dire, pendant que les archanges envahissent le monde, Furiae est ressuscité. Bref, voici venu le temps de parler du personnage principal, ou plus exactement, du duo principal. Bon, que dire de Kaim? Eh bien que c'est un prince, que ses parents ont été tués par un dragon noir de l'Empire, et qu'il est suffisamment costaud pour massacrer des dizaines de Gugus sur le champ de bataille. J'ajouterais même qu'il est assez résistant pour encaisser une blessure mortelle, et continuer malgré tout à faire un carnage. Mais Kaim est obnubilé par sa rage et son désir de vengeance. Une volonté de décaniller tous les impériaux sans faire preuve de la moindre compassion, au point de s'acharner sur les cadavres. Sa cruauté est telle que, s'il ne va jamais abattre des innocents, il n'agira pas pour les sauver, mais pour massacrer encore plus d'impériaux sur sa route. Il est fort à parier que si l'Empire n'avait pas été mêlé à l'invasion du village des elfes, Kaim n'aurait même pas fait l'effort de s'y rendre. Néanmoins, je me montrerai assez dubitatif sur sa brutalité. Le premier souci vient du fait que le personnage est muet pendant 99% de l'intrigue. Ça peut sembler anodin, mais pas tant que ça. On ignore si Angelus parle pour dire ce qu'elle pense, ou si elle traduit les réflexions de Kaim, ce qui fait qu'on ne sait pas toujours à qui on doit la remarque, et surtout, le problème est lié au gameplay. Kaim n'a pas le choix. Oui, il extermine des milliers de soldats ennemis, sauf qu'il n'y a pas d'autre solution. Nous sommes dans une situation où l'Empire veut détruire le monde. Si tu n'élimines pas les ennemis, tu te feras tuer. Alors entendre tout le groupe systématiquement lui reprocher ses meurtres est assez incohérent. Ce qui aurait été plus intelligent, ça aurait été d'avoir un gameplay récompensant les carnages et les tueries gratuites. Genre, plus tu t'acharnes sur un ennemi, plus tu gagnes de l'XP ou de la santé. Tu acquiers des bonus si tu t'en prends à des civils, ce genre de choses. Là, ça aurait eu un sens de traiter le héros comme un monstre. Ce qui est d'autant plus con dans les niveaux aériens. Parce que ce n'est pas Kaim qui crache des flammes, c'est le dragon. Donc lui reprocher les carnages à 10 km du sol est complètement incohérent. Alors oui, on a le cas dans la cinématique d'intro où le Gugus sourit d'un air sadique, et une fois où Verdelette s'épouvante de le voir rire. Mais le problème aurait été bien moindre si on avait gardé un doubleur pour Kaim, ne serait-ce que pour exprimer ses pensées. Parce qu'à force d'écouter le gars jubiler à chaque exécution ou insulter gratuitement ses ennemis, ça aurait rendu sa folie meurtrière palpable. Et le souci est également présent pour la plupart de ses émotions. Tenez, prenez cette phrase, censée nous apprendre que Kaim commence à éprouver de l'empathie pour son dragon. Sauf que comme on ne voit pas le visage du héros et qu'on ne l'entend pas parler, bah ça n'aide pas à y croire. Et en soi, la cruauté de Kaim, bah j'ai du mal. Ok, il donne un coup de pied à un elfe, mais il le tue pas. Ça en fait un connard, mais pas un monstre. Bon ok, il passe vers de lait à tabac, mais ça c'était amplement mérité. Néanmoins, on a quelques pistes de réflexion plutôt intéressantes. Au tout début du jeu, Inuart demande à Kaim s'il considère bien Furiae comme sa sœur. Ce à quoi il a l'air de répondre mais
Et quelques temps plus tard, l'évêque va carrément envisager que le lien fraternel pourrait ne pas être si présent que ça. Ou du moins que Kaim n'apprécie pas particulièrement sa frangine. Libre à vous de voir ce que ça engage. Ça pourrait justifier que dans la fin A, Kaim abandonne littéralement le cadavre de sa sœur à Inward. Ce qui impliquerait que la dérivation A engendre automatiquement la B. Putain de paradoxe temporel de merde. Mais en même temps, si Kaim était au courant que Furiae n'est pas sa sœur, est-ce qu'il aurait vraiment cette bout de dégoût en apprenant ses sentiments? Ah non, tu es trop moche. Et pour ce qui est du dragon, enfin, la dragonne? Eh bah, ça va aller vite. Angelus est une créature ancestrale. Selon le livret, elle est âgée de plus de 10 000 ans. Et bien qu'elle se montre très prompte à sauver Kaim en cas de besoin, bah c'est assez compréhensible en fait. Leurs vies sont liées par le pacte, donc autant que le résistant protège le fragile, ça semble plus logique qu'autre chose. Et de par son ancienneté, elle est extrêmement arrogante. Non en effet, sauf s'ils ont une armure rouge, là ils peuvent. Mais c'est un orgueil qui la rend assez susceptible, ce dont on se rend compte face au roi des sylphes. Elle peine à comprendre la société humaine, très étrange à ses yeux, et si elle finit par respecter Kaim, ça n'empêchera pas de le critiquer régulièrement pour sa violence. Un aspect de sa personnalité que je trouve assez hypocrite, puisqu'elle est la première à réclamer de massacrer du monde et à être impitoyable, pour reprocher ensuite à Kaim d'avoir fait ce qu'elle voulait. Après, Angelus est-elle si puissante que ça? La question reste ouverte. Elle est terrifiée par le dragon suprême, mais développe une nouvelle fierté en réalisant que grâce à Kaim, elle est plus redoutable que jamais. Cependant, dès que le pacte est rompu, elle a l'air d'avoir sacrément perdu en force. Non seulement Kaim est censé ne plus avoir sa force décuplée, ce qui l'empêche pas de vaincre un putain de dragon en 1v1, mais en plus elle se met à chialer avant même qu'on lui ait viré la moitié de sa barre de vie. Ce qui pourrait justifier que l'Empire ait réussi à suffisamment la blesser pour la clouer au sol. Et en parlant de puissance, vous savez ce qui m'a beaucoup fait marrer? Cette phrase. Alors, c'est un peu con de dire que la coalition semble fonctionner, très peu de temps après que les héros se soient mangés 2 défaites successives. Le sceau du désert a été détruit, et Kaim s'est fait défoncer la rondelle par un barde censé lui être inférieur en combat. Moi j'appelle ça une alliance assez mitigée. Enfin bref, maintenant qu'on a terminé le tour des personnages, on va s'attaquer à la partie la plus croustillante de la vidéo. Étonnamment, y a pas beaucoup d'incohérences dans ce soft. On peut critiquer les paradoxes temporels, bien sûr, mais en dehors de ça, la plupart des reproches que j'ai à faire, c'est en raison d'un contexte assez vague, qui laisse beaucoup trop planer le doute sur la logique, mais qui ne franchit pas suffisamment les limites pour qu'on puisse en décrier la crédibilité. Tenez, par exemple, les elfes sont censés être les gardiens du sceau, situés dans la forêt des sylphes. On peut supposer que le sceau est là parce qu'on peut pas le déplacer, et les sylphes étant aussi mauvais que stupides, on peut difficilement attendre d'eux une surveillance respectable, d'où le fait que la tâche incombe aux elfes, même si c'est pas leur territoire. C'est le genre de scène qui, après seulement quelques secondes de réflexion, tu envisages déjà des réponses possibles. Critiquable certes, on peut gueuler à l'écriture fainéante, mais pas à l'incohérence. Bon, après, il y a clairement des passages qui sont pas contradictoires, mais qui sortent juste de nulle part, comme la fameuse fin C. Oui, ça sort de nulle part, c'est un putain de Deus Ex Machina et c'est mal écrit, mais en soi, c'est pas invraisemblable. Néanmoins, ça n'empêche pas le jeu de souffrir de bonnes grosses incohérences bien grasses. Ouais, étonnamment, le point le plus cool et original de Drakengard est aussi perclus de contradictions. Une fois la fusion opérée, vous êtes lié à la créature pour toujours. Votre vie devient la sienne. C'est pour cette raison que la barre de santé est identique pour Kaim et Angelus. On apprend même que la douleur est partagée entre les pactisans. Ce qui implique que Kaim devrait douiller sa mère une fois que le dragon rouge est devenu la déesse. Néanmoins, et là on arrive sur le premier gros problème du concept, pourquoi vouloir faire un pacte ? Certes, ça amplifie la puissance des deux individus, mais ça reste quand même vachement risqué. Bon, pour Kaim et Angelus, ils étaient tous les deux à un poil de cul de crevé, donc ça passe. Mais pour le reste, même si c'est par compassion, c'est assez peu crédible qu'un golem quasi indestructible accepte de mettre sa vie entre les mains d'un gosse de 6 ans, ce qui est littéralement un des trucs les plus fragiles au monde. Pareil pour Arioche. Quelle raison Ondine et Salamandre avaient-ils de se mêler à une elfe complètement tarée? Parce qu'ils la voulaient, je vous rappelle, hein. Ils sont carrément venus la chercher en pulvérisant la prison. Pourtant, ils ne tenteront jamais de la protéger, même pas quand on la voit se faire magiquement sédater par Verdelette. Pour ce dernier, je serais plus ouvert d'esprit. Si son pacte a été fait avec un dragon pétrifié, celui-ci envisageait peut-être ça comme une potentielle forme de libération si Verdelette venait à crever. Et si on se fie au livret, le pacte a été effectué dans la jeunesse du bonhomme, et le lézard n'a été changé en pierre qu'après. Sauf que si tu te contentes du jeu, ça t'en sait rien. Étonnamment, je trouve que le pacte de Léonard est un des plus logiques de Drakengard, puisqu'on comprend que les sylphes sont mauvais et sadiques, mais aussi qu'ils ne réfléchissent pas plus loin que le bout de leur nez.
Donc le fait qu'il se lie à Léonard sans même penser au risque pour lui, me semble assez cohérent. Autre problème, le pacte est définitif. En tout cas, c'est ce qui est très fortement énoncé à plusieurs reprises. Sauf que, les versets parallèles affirment le contraire. Angelus y met fin dans la dérivation C, et le golem fait de même dans la branche D, pour permettre à Céré d'utiliser le pouvoir du dieu du temps. Et oh putain, celui-là il m'a bien gonflé! Alors ok, on a quelques références pendant le jeu, mais l'essentiel du mythe, tu l'apprends quelques minutes avant de t'en servir. J'aurais pu l'accepter, sauf que non. Un pacte s'accompagne d'un sacrifice. Il est même clairement dit que l'on perd l'irremplaçable. Les yeux pour Léonard, ce qui est parfaitement compréhensible quand on connaît ses penchants. Bon, dans la version occidentale, c'est un peu moins évident. L'utérus pour la mère en deuil, le chant pour le barde, la pilosité pour l'évêque, bah ça va, il était peut-être très fier de ses cheveux. On peut s'interroger sur la valeur que porte Kaim à sa voix, mais bon, ça reste un renoncement. Et enfin, que Céré perde sa capacité à grandir, ok. Mais à aucun moment, un pacte ne va t'implanter une putain de divinité du temps dans le corps. Ça impliquerait que le sacrifice n'en est plus vraiment un. Mais en plus de ça, le pacte implique une autre capacité, qui est encore moins cohérente. Connecter son âme à une autre créature engendre un lien télépathique. Ça semble assez logique. Par ailleurs, cette télépathie vous permet de communiquer avec d'autres pactisans. C'est confirmé lorsque Angelus annonce entendre la voix de Verdelette. Et immédiatement, Inward en déduit que le vieux a lui aussi conclu un pacte. Et pour le coup, c'est une bonne idée. Parce que les développeurs voulaient inclure dans Drakengard un concept de Ace Combat Free, les conversations par radio pendant l'émission. Sauf que ça implique 3 problèmes. Le premier, encore une fois, c'est l'absence totale de doubleur pour Kaim. Même s'il ne peut plus parler, il peut toujours communiquer par la pensée, ce qui lui est tellement impossible qu'Angelus doit bavarder à sa place. L'unique moment où le héros a l'air d'échanger avec un pactisan sans l'aide de personne, c'est lors de la rencontre avec Léonard. Et même là, j'arrêtais pas de me demander si c'était pas l'aveugle qui faisait la conversation tout seul. Le second problème, c'est que vous allez régulièrement, très régulièrement même, être alpagué par des gugus qui ne sont pas des pactisans, et donc n'ont pas la possibilité de vous joindre. Et le dernier, c'est sa précision très aléatoire. I am the hierarch Verdelais, imprisoned by the Empire. Can anyone hear me? Et ça fait même un bail qu'on t'entend. Donc c'est à se demander comment ça se fait que toi, tu nous reconnaisses pas. This voice, is it Verdelais? Attendez, vous êtes en train de me dire que ça fait des plombes que vous écoutez sa voix, que vous l'avez identifié et que vous savez exactement où il se trouve, mais à l'instant où enfin le mec parle intelligemment et se présente, vous êtes plus sûr de qui c'est? L'Empire est une incarnation de l'armée du mal, totalement soumise à la volonté des archanges par le biais de Mana. C'est la raison de leurs yeux rouges, mais également du fait qu'ils semblent mobilisés par une intelligence collective, leurs rares paroles étant des absolutismes. Au début, j'étais assez dubitatif sur l'idée que l'Empire fasse des prisonniers. Mais vu qu'ils ont le pouvoir de convertir toute personne ayant une détermination suffisamment fragile, bah non seulement c'est crédible, et en plus ça justifie leur nombre. Pourtant, c'est cette fameuse scène dans le pénitencier d'Ariok qui a tout foutu en l'air. Les deux geôliers de l'elfe discutent comme des humains normaux. Ils parlent d'attirance sexuelle, de pitié, d'affection, de peur, de malaise, bref, des homo sapiens, tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Tout l'inverse de ce qui est affirmé depuis le début de l'histoire. Donc soit l'Empire est composé d'individus classiques, ce qui ne colle pas avec le reste du lore, soit ils sont tous lobotomisés pour être au service des archanges, et donc cette scène n'a aucune raison d'être dans le jeu. Si jamais vous suivez les chroniques vidéoludiques depuis un moment, vous avez l'habitude. L'objectif de ce chapitre, c'est d'émettre des suppositions. Je n'ai aucune preuve concrète de ce que j'affirme, et ça peut très bien être totalement faux. Mais c'est des idées que je trouve assez intéressantes, et j'avais envie de les partager. Si vous avez vu ma vidéo sur les tueurs en série, le lien est dans la description au passage. J'y expliquais que tous les meurtres ont forcément un mobile, même s'il nous apparaît complètement illogique. Après avoir observé ces enfants massacrés par l'Empire, on peut supposer qu'Ariok s'est mise à haïr le fait que d'autres petits puissent vivre alors que les siens sont morts, d'où son désir de les tuer. Mais pourquoi les manger?
Au début, j'avais imaginé qu'elle se serait retrouvée dans une situation de famine extrême, et qu'elle en serait venue à dévorer ses propres enfants pour survivre. Traumatisée par ce geste, et considérant malgré tout le repas délicieux, elle serait devenue obsédée par la chair humaine, refusant de reprendre conscience de la réalité, ce qui l'aurait obligée à regarder ses crimes en face. Ce qui n'était clairement pas le cas. Eh bien mon hypothèse, la voilà. D'un point de vue francophone, donc évidemment je ne garantis pas que les développeurs japonais le concevaient comme ça, on estime qu'une femme enceinte porte ses enfants dans son ventre. Ariok ayant sombré dans la folie en perdant son utérus, elle en serait venue à la conclusion que le seul moyen d'avoir à nouveau des enfants dans son ventre, et donc d'être enceinte, serait de les dévorer. Théorie balayée par le fait qu'elle n'a aucun scrupule à essayer de bouffer des adultes, mais je m'en fous, j'aime bien quand même. D'ailleurs, c'est marrant parce que cette scène, elle bousille aussi une explication de Taro Yoko lui-même, qui considérait que si elle voulait gober des gosses, désolé pour les Québécois qui entendront cette phrase, c'était pour ne faire plus qu'un avec eux. Sauf que là encore, si elle s'en prend aux adultes, l'argument n'est plus recevable. Alors en soi, il ne s'agit pas d'interprétation sur le rôle de la déesse, mais plutôt sur la possibilité d'y accéder, et notamment les conséquences pour Furiae et Mana. Mais Mana a jamais été une déesse? J'y viens. À la fin A, une fois la gamine exorcisée, pourquoi ne pas en avoir fait la nouvelle déesse? Après tout, je ne fais que suivre la logique cruelle et impitoyable des personnages. Quitte à considérer une gosse de 6 ans responsable de l'apocalypse au point de vouloir la punir toute sa vie, autant en faire la protectrice du monde. Un rôle qui la torturera et qu'elle ne pourra jamais abandonner. Vu à quel point les héros sont cruels, c'est assez étonnant qu'aucun n'ait envisagé cette voie. Et c'est là qu'arrive ma théorie. Il est impossible de forcer une personne à devenir une déesse contre sa volonté. Après tout, on ne sait pas si Furiae était d'accord, mais c'était le cas pour Angelus. De fait, je pense que la sœur de Kame était consentante. Considérant son attirance incestueuse horrible et écœurante, elle aurait choisi ce destin pour, d'une certaine manière, se purifier, en accédant à un rôle extrêmement pénible et douloureux, pour se punir de ses désirs immoraux. Ouais, sauf que là encore, c'est foutu en l'air par le carnet, qui nous indique que c'est tombé sur Furiae sans qu'elle ait rien demandé. Donc on ne peut pas devenir une déesse en étant simplement volontaire, et donc la fin A est incohérente. Voilà. Clairement, je vais pas dire que Drakengard est un mauvais jeu, mais c'est pas un bon jeu non plus. Soyons honnêtes, s'il nous a autant marqué, c'est parce que pour beaucoup d'entre nous, c'était notre toute première incursion dans de la dark fantasy en jeu vidéo. Mais si on le compare à d'autres œuvres de l'époque, comme Berserk en manga ou la saga d'Elric en littérature, non, son univers n'est ni assez détaillé, ni assez poussé pour qu'on puisse le considérer comme une merveille. Alors, c'est pas non plus un hymne à l'incohérence. J'admets qu'on peut plus souvent reprocher au jeu d'être vague et imprécis que complètement stupide. Et le problème du lien assez catastrophique et contradictoire avec le gameplay n'arrange absolument pas le tout. De fait, je lui donnerai la note de 10 sur 20, ce qui nous amène à un résultat final de 11 sur 20. Encore une fois, je peux pas définitivement tabasser le scénario et l'univers, surtout quand t'es au courant d'à quel point Taro Yoko a été limité dans ses décisions. Néanmoins, je ne lui donnerai pas plus de points, parce qu'en soi, y a pas grand chose de vraiment intéressant. Y a beaucoup trop de what the fuck et d'éléments mal écrits pour mériter mieux. Donc bref, Drakengard, c'est décevant comme aventure. Maintenant, est-ce qu'il en sera de même pour sa suite ? Pour le savoir, je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode, qui sera dédié à Drakengard 2. Bah, qu'est-ce qui se passe ? Ça a l'air d'être une alarme de routine. T'inquiète, tu régles ça. Ah ok. J'espère que cette vidéo vous a plu. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée, et à bientôt, à bord de l'Universalis.